de la rencontre d'une œuvre de littérature, le roman d'Erwan Le Bihan, Requiem pour un joueur, paru dans sa version poche au livre de poche jeunesse, et du programme limitatif du bac de français Terminal Bac Pro sur le thème du jeu, futilité, nécessité, que vous retrouvez dans notre manuel de français Terminal Bac Pro. Donc, à ce sujet, nous sommes vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui nos amis et confrères du livre de poche jeunesse dans cette visioconférence. Pour vous accompagner aujourd'hui, Egline Bonzon, une éditrice de notre équipe qui a travaillé d'arrache-pied sur ce manuel et qui nous rejoint à l'écran. Egline va vous présenter les auteurs et le programme de cette rencontre que j'espère riche, ce dont je ne doute pas. Je vous souhaite à tous une très belle visio. Et puis voilà, moi je coupe ma caméra, mais je serai aussi présente dans le chat pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à communiquer. Egline, c'est à toi. Belle visio à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente de participer pour ma part à cette première visio rassemblant nos auteurs. Alors, donc nous avons Laure Hébert avec nous, qui est une enseignante chevronnée, puisque depuis une vingtaine d'années, vous enseignez, Laure, sur l'Académie de Versailles. Vous êtes aussi une de nos auteurs fétiches, si je peux dire, puisque depuis une dizaine d'années, vous avez participé à plusieurs de nos ouvrages, aussi bien en CAP qu'en filière Bac Pro, sur les niveaux seconde, première et terminale. Et que donc récemment, c'est vous qui avez eu la charge lourde et difficile de rédiger cette fameuse séquence sur le jeu, puisque nous avons dû faire les choses un peu rapidement, puisque le ministère a donc annoncé ce programme imitatif, rappelons-le, début février. Voilà, mais vous allez nous expliquer comment vous avez analysé cette œuvre un petit peu plus tard. Maintenant, je vous propose de découvrir également Erwan Le Bihan, qui est donc l'auteur de notre ouvrage Requiem pour un joueur. Erwan, vous êtes originaire de Brest, en Bretagne. Vous vivez désormais à Arles. Vous travaillez dans l'édition et vous traduisez également des romans du suédois. Et c'est votre premier ouvrage publié, en fait, initialement, j'étais un petit éditeur, Locus Solus, en 2017. Voilà. Donc, pour revenir sur ce programme limitatif, qui est donc le programme limitatif tournant lié à l'objet d'étude de terminale Vivre aujourd'hui, l'humanité, le monde, les sciences et la technique. Donc, il s'agit du jeu futilité et nécessité. Laure, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des enjeux de ce programme limitatif ? Alors, j'ai préparé un petit texte pour réussir à tenir le... J'espère que je ne vais pas lasser tout le monde. Alors, le programme limitatif sur le jeu, futilité, nécessité, vise à déterminer une entrée qui permette d'aborder les enjeux de l'objet d'étude de terminal Bac Pro. Aujourd'hui, l'humanité, le monde, les sciences et la technique selon une perspective précise. Dans le cas de ce programme, nous avons une œuvre intégrale à faire lire à nos élèves terminal Bac Pro. 11 romans ont été sélectionnés et j'ai dû choisir très rapidement, effectivement, puisque le programme limitatif est sorti très tardivement. J'ai dû choisir très rapidement un roman parmi ces 11 romans qui étaient soit classiques, soit contemporains. Et j'ai très rapidement fait le choix du roman contemporain. Je l'ai fait en pensant surtout à mes élèves, des élèves que j'avais, une classe de première Bac Pro en industriel et que je savais que j'allais suivre en terminale Bac Pro. Et dans de nombreuses autres classes, les élèves jouent beaucoup, notamment aux jeux vidéo, mais je me suis rendu compte que les élèves jouaient plus particulièrement aux jeux du hasard, aux paris sportifs. J'ai découvert des billets de jeux par et j'ai vu certains comportements changer justement par rapport au fait qu'ils étaient plus ou moins chanceux avec leur paris. Et j'étais assez inquiète, j'en avais même parlé à l'infirmière, parce qu'il s'avérait que les élèves qui jouaient étaient les élèves les plus fragiles socialement dans la classe. Alors, en parcourant les quatrièmes de couverture de tous les romans qui nous étaient... Alors, excusez-moi, je me permets de reprendre la parole, Laure, parce qu'on ne vous entend pas très très bien. Est-ce que vous pouvez éventuellement vous rapprocher de votre micro? Je pense que ça va aider. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, nettement mieux. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux là? Oui, parfait. Alors, c'est mieux.
et en lisant la 4e, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je pense que c'est aussi une question de réseau, parce que c'est parfois un petit peu haché. Donc, on se permettra peut-être de vous faire répéter si ça vous embête pas, si on sent que... Pas du voilà. tout. Donc, en parcourant la 4e de couverture du roman d'Erwan Le Bihan et en lisant rapidement les premières pages qui m'avaient été envoyées, le roman Requiem pour un joueur s'est imposé à moi. C'était comme une évidence. Donc ensuite, je l'ai lu intégralement et très rapidement, les séances se sont un peu enchaînées dans ma tête. Je voyais comment je pouvais faire vivre la séquence en classe. Donc, quel est l'intérêt d'étudier ce roman? Étudier en terminale le jeu à travers le roman de Requiem pour un joueur, c'est entrer avec les élèves dans un texte qui pose des questions existentielles multiples, qui interroge le rapport qu'on peut avoir avec les jeux de hasard, entre gagner et perdre, sur l'omniprésence de ces jeux dans nos vies quotidiennes, via les messages publicitaires, les bannières qu'on peut recevoir éventuellement en bas de nos écrans d'ordinateur, les affichages dans le métro, etc. Je reviens quelques instants sur l'intrigue. Richard travaille dans... Le personnage principal, Richard, travaille dans un service de ressources humaines dans une tour de la Défense à Paris. Il est marié, père de famille. Sa vie semble plutôt tranquille et réglée. Il attend d'ailleurs une promotion avec impatience. Néanmoins, dès les premières pages de ce roman, le lecteur comprend que l'environnement est pesant et que le narrateur est quelque part déjà à la recherche d'autre chose. Certes, il y a la promotion, mais on peut sentir que c'est peut-être pas uniquement la promotion qui va lui permettre d'avoir de nouveaux horizons. C'est par hasard que le personnage découvre les jeux en ligne et c'est sur une période de 7 mois, entre le mois d'août et le mois de mars de l'année suivante, que le lecteur suit les mécanismes qui mènent à l'addiction. Sur un laps de temps donc très court, avec un rythme qui s'accélère au fur et à mesure des pages, le statut de Richard change, passant de parieur occasionnel à régulier et très, très vite à parieur obsessionnel. Il est vraiment tenaillé par cette envie de gagner. Il est persuadé jusqu'au bout qu'il sera capable de défier les lois du hasard. Pour cela, il y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, met au point des stratégies, met en place des rituels de jeu. Il est persuadé... Je vous ai perdu? Non, on vous écoute. Non. Laure, mais peut-être que vous... Non, vous inquiétez pas. Peut-être que vous pouvez couper votre caméra, comme ça on est sûr qu'au niveau du réseau, on sera bien. Alors, en fin de compte, je ne sais pas où la couper, j'ai peur de vous perdre vraiment. D'accord. C'est pour ça que je touche à rien. En tout cas, on vous attend bien. D'accord. Il est persuadé donc qu'il va gagner et qu'il va pouvoir surtout accéder à des gains importants et qu'il contrôle toute la situation. Le problème, c'est que c'est le hasard seul qui détermine l'issue de ces jeux. Et derrière ce hasard, il y a des firmes multinationales très puissantes. Donc, peu à peu, il tombe dans cette addiction. Sa vie professionnelle, familiale et amicale bascule. Il perd tout. Comme le titre du roman le laisse suggérer, la fin est plutôt dramatique, ou on ne sait pas exactement comment ça se termine, mais bon, elle est sans issue. Alors, ce roman répond aux axes problématisés du programme limitatif. Comment le personnage tombe-t-il dans cette addiction? Comment expliquer l'attrait pour des jeux ne relevant que du hasard? Que révèlent ces situations de nos vies, de nos solitudes? Quelle dimension sociale, collective décrivent ces jeux de hasard qui se jouent la plupart du temps seuls face à un écran? Et pourquoi et comment l'histoire de Richard nous donne-t-elle à réfléchir sur la révolution numérique qui a profondément transformé à la fois les jeux, mais aussi ses pratiques? Autrement dit, cette œuvre littéraire donne à réfléchir sur nos modes de vie du XXIe siècle. Elle permet de dire et de penser le monde d'aujourd'hui. Alors, comment j'ai construit ma séquence? Pour construire la séquence, j'ai choisi... Voilà, on va faire défiler les différents extraits que vous avez choisis. Alors, le titre a été choisi une fois que la séquence a été construite. J'ai d'abord dû choisir des extraits. J'en ai choisi 6. Il y en a 2 que je n'ai pas pu mettre, que j'aurais souhaité mettre. Mais je sais que l'auteur évoquera des passages que je n'ai pas évoqués tout à l'heure. Donc, j'ai choisi 6 extraits qui ont été donc intégrés à 4 séances de travail pour un parcours de lecture. Le premier extrait correspond à l'incipit du roman.
Je n'ai pas pris, comme on a l'habitude de le faire, les premières pages du roman. Je suis tout de suite allée à la page 13, qui correspond au moment où le narrateur, le personnage, pour la première fois, est en possession d'une grille de jeu et qu'il est dans sa poche et qu'il sent une tension dans cette poche. À l'intérieur de cette poche, il sent comme une tension qui l'attire à lui. Et le lecteur sent déjà qu'il va se passer quelque chose. Lui qui, a priori, le reconnaît, ne joue pas ou n'y pense même pas. On sent que là, déjà, il y a quasiment qui peut se produire et qui peut se mettre. Ensuite, donc c'est un besoin que j'ai appelé un besoin irrépressible de jouer et d'essayer de gagner déjà dès le début de ces pas de débutant en tant que joueur. Ensuite, j'ai choisi pour la deuxième séance 2 extraits qui abordent cette fois-ci plutôt assez rapidement les mécanismes de l'addiction. Donc le narrateur explique qu'il n'arrive plus à se concentrer au travail. Il commence sur son lieu de travail à explorer tous les sites des annonceurs. Il est attiré par tout ce qui concerne les jeux du hasard. Et là, on est à la page 18. Ça veut dire qu'entre la page 13, qui correspond à ma première séance, et à ce deuxième extrait, entre quelques pages, quelques lignes, le basculement, il a déjà eu lieu. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En parallèle de l'extrait 2, j'ai souhaité montrer l'univers dédié aux jeux, les bars tabac et leurs comptoirs. Donc là, dans le roman, on se situe déjà un petit peu plus loin. Le passage n'est pas très long, mais dans cet extrait, on découvre les joueurs, les types de joueurs que nous pouvons rencontrer. Et on peut s'interroger sur justement qui joue, pourquoi ces lieux sont-ils si sinistres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le joueur, lui, ne se voit absolument pas comme les autres joueurs. Donc, il fréquente les mêmes lieux que ces joueurs qui viennent miser, mais lui n'arrive pas à se concevoir, n'arrive pas à penser qu'il puisse appartenir à ce groupe. Il pense toujours être sous contrôle. Il pense que lui, quelque part, comme c'est beaucoup plus pensé, intellectualisé, réfléchi, structuré, il pense qu'il ne fait pas partie de ces joueurs invétérés au jeu d'hasard. Ensuite, je passe à ma séance numéro 3, qui est constituée là aussi de 2 extraits qui abordent le fait que peu à peu le narrateur tout et nous amène à réfléchir justement sur les conséquences de ce type d'addiction. Donc on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup sur les mécanismes psychiques de l'addiction. Le narrateur est dans le déni, dans le mensonge, il ment surtout à ses proches, à ses amis, mais encore une fois, il ne se reprend pas en main parce qu'il reste persuadé qu'il gagnera, car à force d'entraînement, il deviendra un joueur aguerri. Donc là encore, malgré quelques petits avertissements, malgré la perte de son travail, malgré une vie familiale qui commence à se disloquer, il va néanmoins suivre son acharnement à gagner. Et enfin, la séance 4, qui correspond donc à la fin de la séquence, ce sont les dernières pages du roman. Le narrateur n'a plus rien, a tout perdu, et là on est en suspens. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? C'est l'interrogation, c'est le lecteur qui décidera de la fin possible de la vie de ce personnage. Est-ce la fin? On ne sait pas. Le narrateur a voulu défier les lois du hasard et à la fin, il tente de défier les lois de la pesanteur. Donc moi, j'ai pensé à un suicide, mais encore une fois, toutes les portes sont ouvertes. Y a-t-il une possibilité de renouveau pour ce narrateur qui a tout perdu? Va-t-il retourner à sa passion première qui était la peinture? Voilà, tout est possible quant à l'interprétation de cette fin. Pour conclure, ce contemporain questionne le monde actuel, ses continuités, ses bouleversements, et permet de répondre aux 3 grandes problématiques du programme limitatif. Bien entendu, on ne réduit pas la lecture de ce roman à ces quelques extraits. L'écriture sobre et l'action rédigée au présent rend ce roman tout à fait accessible à nos élèves qui ne manqueront pas, enfin pour les miens j'en suis certaine, de lire entre chaque séance, de lire les passages que nous ne lirons pas en classe, parce qu'on est vraiment happé par la vie de ce personnage, par ce cheminement de joueur du XXIe siècle et par cette descente en enfer. Moi j'ai été happée, ça se lit relativement vite, on a envie de savoir comment ça peut se terminer, même si le titre nous laisse suggérer qu'effectivement la fin est tragique,
Mais néanmoins, on a quand même, le lecteur, je pense, pense que c'est encore possible de s'en sortir, que ce personnage va pouvoir rebondir et reprendre sa vie en main. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je n'ai pas testé la séquence en classe, je n'ai pas commencé par l'étude de l'œuvre intégrale au mois de septembre, car les élèves doivent acheter le roman, et que je trouvais qu'il fallait que je les remette au travail autrement. Je ferai cette lecture intégrale au mois de janvier. Voilà. Et j'espère que l'enthousiasme que j'ai eu à la construire, dans l'urgence, hein, je le reconnais, c'est pas toujours facile de travailler dans l'urgence qui était que nous avons vécu au mois de mars, au moment de la publication de ces programmes limitatifs. J'espère que l'enthousiasme que moi j'ai eu à construire cette séquence, j'arriverai à la transmettre à mes élèves et que j'aurai des retours positifs sur la lecture de cette œuvre intégrale en classe. Voilà, je vous remercie. Merci Laure. Maintenant, je vous propose d'écouter Erwan qui va nous expliquer. Erwan, si vous pouvez nous reparler de la genèse de l'œuvre, comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui a éveillé votre curiosité? Déjà, je voulais vous saluer tous et puis donc je vais peut-être couper ma caméra une fois que ce sera fait et remercier Laure pour la présentation qu'elle vient de faire du roman. Alors, pour revenir à la genèse du roman, je vais partir peut-être de quelque chose d'extrêmement trivial, puisque la rencontre avec ce sujet s'est faite à un moment donné de ma vie où j'habitais sur une petite place et où j'habitais tout près d'un kiosquier. Et très vite, ce kiosquier m'a expliqué qu'il était plutôt, je dirais, tourné vers le casino que vers les journaux, c'est-à-dire qu'il vendait beaucoup plus de cartes à gratter que de journaux dans sa journée. Et à proximité de cette petite place, il y avait un maraîcher qui, du jour au lendemain, a fermé le rideau. Et donc, sympathisant avec le kiosquier, j'ai appris que ce maraîcher avait tout perdu au jeu et avait dû fermer boutique très très vite. Donc c'est ce qui m'a un peu interloqué, c'est-à-dire comment une vie peut basculer en si peu de temps et donc évidemment avec la notion d'addiction qui était liée à cette disons à cette, on ne sait pas exactement ce qu'il est devenu, je le sais toujours pas, mais en tout cas à cette débâcle momentanée. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, du jeu d'abord, effectivement, du jeu à gratter, et puis rapidement, je me suis aperçu que ce n'était que on va dire, le haut de l'iceberg et que le sommet de l'iceberg et que l'important le gros de ce jeu, en fait, était sur Internet et se passait en ligne. Et du coup, j'ai réuni tous les documents que je pouvais trouver à ce sujet, un corpus assez important d'éléments, que ce soit sociologiques ou ethnographiques même, ou psychanalytiques, pour essayer de comprendre en fait la démarche qui pouvait animer un joueur et l'emmener effectivement peut-être jusqu'à sa perte, en tout cas de la perte de tout ce qu'il possède. Voilà, donc la figure du joueur, elle existait déjà dans la littérature. On pense évidemment aux joueurs d'échecs de Zweig et surtout aux joueurs de Dostoïevski. Ce qui était probablement important, c'était de la renouveler justement à l'aune d'Internet, c'est-à-dire à un endroit où finalement l'accès au jeu est devenu d'une simplicité au commun des mortels et où peut-être que chez Dostoïevski, on y voyait une certaine aristocratie avec des personnages qui menaient l'expérience du jeu, mais qui étaient peut-être, sans être forcément extrêmement fortunés, relativement à l'aise. Aujourd'hui, le jeu, je pense, concerne tout à chacun. C'est extrêmement démocratisé et effectivement, Internet met la possibilité de se mettre en danger financièrement à quelques clics, en fait. Hein.
Donc c'est ça aussi qui était assez fascinant dans le mécanisme de l'addiction, c'est-à-dire cette proximité, cette facilité finalement à jouer. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire 200 km pour vous rendre à un casino. Il vous suffit d'une connexion Internet et c'est parti, entre guillemets. Voilà, donc c'est ça aussi qui a motivé en fait le départ du projet. Erwan, dans l'épigraphe de votre roman, justement, vous citez Dostoïevski, vous dites, enfin, il dit, quand on est raisonnable, le cœur de marbre, froid et surhumainement prudent, alors on peut à coup sûr, sans l'ombre d'un doute, gagner tout ce qu'on veut. Et à la lecture de votre roman, on a un peu l'impression que votre héros, lui, n'est ni de marbre ni prudent et qu'il semble avoir une certaine conscience de ce qu'il fait, qu'il tente de se reprendre, d'arrêter le jeu, pourrait-on dire. Et la fin est d'ailleurs très ouverte, mais est-ce que vous estimez que son expérience de joueur n'est que négative? Parce que ça peut être la première perception qu'on peut avoir effectivement à la lecture de l'ouvrage, mais en même temps, il y a quelque chose qui lui arrive dans cette vie bien réglée. Oui, alors peut-être pour juste repartir, effectivement, pour revenir à Dostoïevski, je pense que Dostoïevski pensait sincèrement qu'il pouvait gagner au jeu et il a passé 10 ans de sa vie à essayer de mettre des stratagèmes au point pour gagner. Donc, et je pense qu'effectivement, il y a une partie des joueurs qui pensent sincèrement qu'ils peuvent défier les lois de la probabilité et gagner. D'ailleurs, effectivement, je pense qu'il y a une partie des joueurs qui gagnent de temps en temps, sinon, évidemment, les choses s'arrêteraient d'elles-mêmes. Dans le parcours de ce personnage, effectivement, il y a effectivement la notion de gagner qui peut être importante, mais c'est aussi la notion de perte, c'est-à-dire que finalement, est-ce que un joueur peut-être ce qu'on appelle les joueurs problématiques, c'est-à-dire les joueurs qui ont une pratique dangereuses du jeu, qui les mettent en danger. Est-ce que ces joueurs cherchent vraiment à gagner ou cherchent à perdre? C'est-à-dire que on peut aussi, par exemple, se rapprocher il y a un endroit dans le livre où on parle du potelage, c'est-à-dire ce moment où les Indiens d'Amérique étaient capables de détruire tout ce qu'ils possédaient pour, je dirais, défier un concurrent, le chef d'une autre tribu. Voilà, donc c'est-à-dire que finalement, perdre tout ce qu'on a peut aussi nous mener à une certaine forme de dépouillement, peut-être. Alors c'est peut-être une clé aussi du joueur, c'est-à-dire ce dépouillement, cette recherche finalement problématique, hein, voilà, de se défaire peut-être d'un certain carcan, de retrouver, en tout cas peut-être pour notre héros, c'est peut-être ce dont il a sentiment, pour une certaine forme de liberté, en ayant effectivement abandonné tous les oripeaux dans le carcan dans lequel il est un petit peu enserré dans la société qu'il vit. Voilà, donc si on revient aussi à Dostoïevski, on peut aussi s'interroger d'un point de vue peut-être un peu plus métaphysique puisque Dostoïevski finalement et les personnages de Dostoïevski véhiculent une certaine forme de nihilisme, et en tout cas le monde de Dostoïevski fait apparaître un monde sans Dieu, un monde dont la privation de la disparition d'un rapport au divin, d'une certaine transcendance finalement émane en Occident, et donc voilà. Alors par quoi on remplace cette transcendance? Est-ce que on la remplace peut-être par la nature, donc par les lois de la physique, par les lois peut-être de la probabilité, par les lois, voilà. Donc on est peut-être en face d'une nouvelle forme, d'une recherche en tout cas de nouvelles formes de transcendance, c'est-à-dire que peut-être que ce personnage chercherait comme on pouvait être l'élu de Dieu, à être peut-être l'élu de la probabilité, de la statistique, c'est-à-dire qu'on l'a dans une forme un peu très, très matérielle comme ça des choses, et on le voit peut-être par moments dans le roman chercher, voilà, il lève encore les yeux vers
quelque part, mais vers où? Donc il y a forcément effectivement une notion aussi dans le jeu, voilà, dans la perte, une notion de sacrifice. Et c'est voilà, en ça aussi que la dimension du joueur qui va à sa perte a une certaine résonance avec le monde actuel. Merci Erwan. Il y a d'autres aspects sans doute que l'on pourra voir en étudiant précisément votre texte, puisqu'il y a un usage du présent qui est très marqué tout au long du roman et il n'y a que de très brefs moments où il y a des incursions vers le futur ou vers le passé. Donc c'est vraiment un roman où on est pris dans l'action au fur et à mesure de tout ce qui se passe. Il y a aussi des images qui sont très récurrentes liées à la respiration, à l'asphyxie ou au contraire au besoin d'air. Donc au niveau d'études des textes, il y a encore de grandes richesses à déterminer. Il y a aussi des images récurrentes, aussi bien que la figure du capitaine Ahab dans Moby Dick ou avec Icare. Donc pour tous les profs qui nous écoutent, vous aurez plein de choses encore à analyser au-delà de l'aspect du jeu, futilité et nécessité. Maintenant, si vous le souhaitez, on peut prendre vos questions, si vous souhaitez échanger avec Laure et Erwan. Donc, écrivez vos petits messages donc, dans la petite bulle qui figure en haut de votre écran et donc on pourra transmettre au fur et à mesure si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est maintenant. Si vos questions sont trop élaborées pour utiliser le chat, n'hésitez pas aussi à lever la main et puis à prendre la parole. On est nombreux, mais on peut quand même aussi vous laisser la parole libre, donc n'hésitez pas à vous manifester pour ça. Vous n'avez pas encore de questions. Est-ce que vous avez lu l'ouvrage éventuellement? Qu'est-ce qu'il vous a inspiré par rapport à... Est-ce que vous arrivez à le projeter sur vos classes? Voilà. Et Laure, éventuellement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous en avez déjà parlé à vos élèves, ne serait-ce que pour tester un peu leur appétence? Même si vous ferez cette séquence en janvier, est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que vous avez pu... Votre micro est coupé, Laure. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Geneviève Garcia, le lycée professionnel dans le Jura. J'aurais une question, c'est comment dire, comment, je cherche, comment ne pas tomber dans un côté moralisateur en faisant étudier ce roman? Merci pour votre question. Donc, Erwan et Laure, n'hésitez pas à prendre la parole. Je peux répondre? Oui, oui. Oui, vous m'entendez? Mais prenez bien votre micro comme tout à l'heure. Oui. Merci. Alors, en fin de compte, on s'est interrogé de savoir si ça pouvait être presque un roman préventif, de prévention. En le lisant, je ne l'ai jamais pensé comme ça. Et en fin de compte, on est vraiment dans le mécanisme de l'addiction. Comment, à un moment donné, on peut basculer dans ces jeux, enfin, et aller jusqu'au bout. Et j'ai très peu pensé à la morale en construisant la séquence et en imaginant comment j'allais l'animer en classe. J'avoue que j'étais vraiment dans le mécanisme. Et qu'est-ce qui faisait que dans notre société, voilà, il y avait justement toutes ces firmes industrielles, toutes ces publicités qui faisaient qu'à un moment donné, on était quand même confronté à ça très, très régulièrement, pour nos élèves quotidiennement. Et je n'ai pas abordé, j'y ai même pas pensé à l'aspect moral. C'était suivre un personnage qui est devenu un joueur obsessionnel et voir jusqu'où il pouvait aller, sa vie allait s'en trouver bouleversée. J'ai juste pensé, en préparant cette rencontre, j'ai quand même cherché du lien avec d'autres disciplines, notamment la PSE, où ils travaillent les addictions, en me disant peut-être qu'on se rapprocher du professeur, du collègue, en disant peut-être faire un petit point un peu davantage sur les addictions au jeu. Mais
Et j'ai pas abordé la construction de cette séquence, je l'ai pas abordée d'un point de vue moral. C'est vraiment le personnage, comme le personnage d'un roman, comment vit-il, comment évolue-t-il et en quoi sa vie a été chamboulée par la découverte de ces jeux en ligne, de ces paris en ligne. Oui, si je peux ajouter un mot, c'est de dire qu'effectivement, en fait, je pense que le roman n'a pas été construit du tout dans ce sens-là, avec l'idée que je pense qu'on n'a pas l'impression que le personnage souffre, en fait. C'est-à-dire que, de l'intérieur en tout cas, c'est-à-dire que on le voit au fur et à mesure, on le suit dans une certaine descente aux enfers, mais il ne semble pas du tout, lui, le vivre comme une souffrance, c'est-à-dire que il le vit comme une passion et comme une passion dévorante et qui l'amène, je dirais, effectivement aux lisières du précipice, mais et comme un dépouillement, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement probablement puisqu'au fur et à mesure, cela l'amène à se défaire d'un certain nombre de carcans qui, semble-t-il, lui pesaient, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a au début du roman, qui a une quarantaine d'années, on voit bien que tout lui pèse dans sa vie. Donc, alors pourquoi il trace cette ligne de fuite, voilà, et peut-être est-ce que dans l'addiction est voilà, est une sorte de prétexte qui va lui permettre de trouver une porte de sortie, une échappatoire, même si effectivement cette forme d'addiction est un peu, voilà, c'est sûrement un peu violent comme ligne de fuite. Je rappelle toutefois, même si la fin paraît précipiter le narrateur dans le vide, elle est très ouverte. Il pourrait aussi bien s'élancer vers une autre vie. Hein. On peut vraiment entendre le roman de deux façons. On peut aussi considérer qu'il repart à zéro et qu'il a abandonné une certaine vie à laquelle finalement il ne se sentait pas plus que ça prédestiné, dans laquelle il s'était plus ou moins engouffré pour satisfaire des attentes parentales et autres, et qu'il avait laissé passer la vocation qu'il avait entrevue dans sa prime jeunesse, à savoir se dédier à l'art et à la peinture, et que maintenant qu'il a tout rasé en quelque sorte en abandonnant et en perdant tout, peut-être que maintenant d'autres choses s'ouvrent à lui. C'est une autre façon de le considérer. Et du coup, pour moi, c'est pas encore une fois juger le personnage et le considérer sous un angle uniquement moral. Merci beaucoup. Alors, j'avais coupé mon micro, donc je n'ai pas pu relayer les questions, mais je vais le faire maintenant. Les questions commencent à arriver. Je vous propose qu'on les prenne une par une et que vous puissiez y répondre. Donc, on avait une première question de Jonathan. Bonjour, quel lien peut-on faire entre le jeu, le joueur et futilité-nécessité? Donc ça, c'est peut-être plus une question. Enfin, voilà, je vous laisse y répondre. Alors, moi, l'utilité, c'est parce qu'on peut se passer tout simplement de jouer, hein, surtout, enfin, de jouer à ce type de jeu. La nécessité, c'est parce que pour notre personnage, ça devient ça donne sens à sa vie. Il ne peut plus s'en passer. Certes, ça devient obsessionnel, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il ne paraît pas souffrir du tout. Il perd tout progressivement. À la fin, il vit dans des chambres de bonne, il est presque clochard, hein, et à aucun moment on ne sent de la souffrance. Et il y a une des questions qui porte sur le dépouillement. Oui, moi, le dépouillement, un peu comme un moine, un ascète, il a tout perdu, il n'a plus rien, il est libre. Enfin, moi, je l'ai senti libre à la fin. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une histoire de fenêtre, d'apesanteur. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il va peut-être se jeter par la fenêtre, mais à la rigueur, j'en sais rien, parce que je le sens libéré de tout, de toutes les contraintes de cette société moderne qui, au final, ne lui convenait pas, parce qu'effectivement, sa vie, il n'a pas vraiment décidé. Il avait commencé par des... Je n'ai pas pu l'aborder dans mes extraits, parce qu'on est limité en nombre, mais il y a un passage qui m'intéressait. Il y a l'un de ses meilleurs amis qui s'est jeté par la fenêtre, qui était artiste. Donc, voilà, il aurait aimé être lui-même artiste. Il a une faille, hein, une faille de jeune homme, on va dire. Puis il est rentré dans ce monde des ressources humaines. Ça ne lui plaît pas, ça se sent. Et c'est vrai que là, autour de la quarantaine, il tombe dans cette addiction. Mais
presque pour lui, c'est une forme il y a une forme de libération. Il va jusqu'au bout de quelque chose qui le libère de ce carcan sociétal. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai pas vu beaucoup de moralité, dans le sens où il ne s'agit pas de dire aux élèves, bah, c'est pas bien de jouer, vous voyez, donc quoi vous pouvez tomber. Je l'ai absolument jamais vécu comme ça. C'est le parcours d'un personnage face effectivement à une addiction et qui réfléchit à tout, enfin c'est toute une réflexion sur une vie, sur sa vie et sur le monde professionnel, le monde urbain. Il y a une question qui porte sur les autres thèmes qu'il y a dans ce roman. Oui, il y a la société dans les métropoles, comment on vit dans les grandes villes, le rythme qu'on a dans les trajets. Enfin, il y a toute une remise en question de la société. Et puis, ça aborde aussi tous les jeux, ces nouveaux jeux en virtuel, où en fin de compte, jouer avant, on jouait ensemble. Là, on est seul face à un écran, donc c'est une remise en question de beaucoup de choses, y compris dans les pratiques du jeu. Voilà, c'est comme ça que je l'ai relié au thème, moi. Merci beaucoup, Laure. Erwan, peut-être il y avait une question, voilà, pour rebondir sur le lien avec le dépouillement, si vous voulez compléter ce que Laure vient de nous dire. Oui, oui, ou tout simplement, enfin, en tout cas sur la notion de futilité, nécessité. En tout cas, il me semble que c'est le principe même je dirais des addictions. C'est-à-dire, on imagine bien que la cigarette, par exemple, ou l'alcool peuvent être dans ce domaine-là, futilité, nécessité. C'est-à-dire que effectivement, fumer quelques cigarettes par jour ou boire 1 ou 2 verres de vin par jour, c'est peut-être pas un problème, mais on sent bien que même, enfin voilà, de ce côté-là aussi, on basculer dans une nécessité qui devient absolue et on sait que voilà, il y a des notamment avec l'alcool, il peut y avoir des descentes aux enfers assez violentes. Voilà, donc du coup, effectivement, futilité, nécessité, ça je pense que c'est le côté addiction des choses sur lesquelles on peut axer la réponse. Voilà, après sur l'expérience de la perte, on peut peut-être dire un mot en repassant par Georges Bataille, par exemple, par la part maudite. Voilà, comment, parce que finalement l'être humain n'est pas sûrement pas l'être rationnel tel que le voudrait l'économie, en tout cas la théorie libérale contemporaine, qui date déjà d'un certain nombre de siècles. Mais en tout cas, voilà, donc c'est-à-dire que l'être humain a sûrement besoin de pertes. On sait que par exemple, on a retrouvé chez l'homme préhistorique, on a retrouvé des coquillages où on sait qu'il a dû parcourir des centaines de kilomètres pour trouver simplement ces coquillages qui étaient un ornement. Donc, c'est-à-dire qu'il était capable de se mettre en danger déjà énormément, tout simplement pour trouver quelques coquillages. Voilà. Donc, si on revient à Bataille, c'est le sens de la perte, le sens de la fête et le sens effectivement de cette part obscure de l'être humain qui est prêt, je dirais, voilà, à sacrifier pas mal de choses pour se sentir exister, en fait. Hein, voilà, c'est aussi cette dimension-là. Merci, Erwan. Alors, nous avons d'autres questions que je prends. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Donc, Rachel, qui nous pose la question de quelles images dans le roman Moby Dick et point d'interrogation. J'ai répondu en partie dans le chat, puisqu'il y a les images, l'image d'Icare qui est aussi assez présente, il me semble, et la référence cinématographique, parce que l'écriture est parfois très cinématographique, avec la description de l'accélération de la pulsation sanguine, de l'œil, et des vaisseaux qui se contractent. On sent à quel point le personnage gagne en intensité de vie dans les moments où il se livre à sa passion-addiction. Et donc là, c'est plutôt une référence, selon moi, ou en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Erwan, vous me contredirez ou confirmerez au choix, à Requiem for a Dream, le roman et le film, où vraiment on a cette pulsation qui s'accélère et qu'on sent parfaitement chez le personnage. Oui, effectivement, Hubert Selby Jr. est un écrivain que j'admire, écrivain américain et qui, voilà,
l'un de ses ouvrages les plus connus, c'est Last Exit to Brooklyn, qui a été adapté effectivement en Requiem for a Dream. Et on retrouve ces thèmes assez forts de l'addiction chez Hubert Selby Jr., notamment dans Requiem for a Dream, c'est la drogue et la télévision qui sont présentés comme forme effectivement d'addiction forte. Merci. Alors, nous avons une remarque de Christelle. Je pensais analyser le sujet sous l'angle passion-raison, question du désir, mais pas du tout de la perte et de la fête. Alors, sur cet angle passion-raison et question du désir, est-ce que Laure et Erwan, vous pouvez donner votre éclairage? Ah bah disons que tout simplement pour dire que la fête est du côté de la passion, enfin, quelque part. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est l'ordre le Mardi Gras, ou par exemple, hein, ou le carnaval, quand toute la raison est retournée, et donc le sens de la fête, le sens du sacrifice, le sens de l'érotisme, pour reprendre effectivement aussi un livre célèbre de bataille, tout se joue là en fait, hein, dans cette dimension passionnelle finalement de l'homme, c'est-à-dire que on sent bien que le réduire à, je dirais, une dimension rationnelle. Voilà, donc c'était un peu l'objet du roman aussi, évidemment, c'est d'explorer toute cette part, la part un peu plus obscure de l'être humain, qui effectivement, on sent qu'il a fait beaucoup de choix rationnels jusque-là dans sa vie, quand il arrive peut-être à la quarantaine, et qu'il est repris peut-être, et c'est toujours aussi effectivement ce thème de la fissure, ou voilà, de la fêlure assez souvent dans la littérature, et voilà, et c'est cette dimension-là qui peut faire basculer les vies les mieux réglées. Moi, je voulais juste rajouter, j'ai bien aimé la question. Avec plus de temps, je pense que j'aurais un peu travaillé autour de cet angle passion-raison. Parce que notre personnage, presque durant tous les chapitres, on a vraiment le sentiment qu'il résonne, qu'il est encore maître de sa raison. Et en même temps, on sent que la passion, ce jeu que nous, on dit qu'il tombe dans l'addiction, mais lui, ça devient une passion. Il ne reconnaît pas son addiction. J'aurais aimé trouver, peut-être pour l'une des séances, justement, évoquer ces deux mots. Je ne l'ai pas fait. Et là, des idées me viennent effectivement. Pour reprendre les autres images, je pense que, et vous l'intérêt, il ne faut pas se contenter de lire ce roman avec ces 4 séances. Ajouter, je pense, énormément de choses. Parler du Midgard, c'est important. Plus le passage, il y a un passage où on parle de Moby Dick, tout ça. Je pense qu'il faut permettre aux élèves, enfin leur pointer des passages sur lesquels il va falloir revenir avec eux en classe, ou leur donner du travail maison, mais il faut les accompagner dans cet élargissement culturel, qui ne figure pas dans ma séquence. Effectivement, j'ai dû faire des choix, et les passages qui étaient très très intéressants à lire, n'ayant pas été sélectionnés, c'est un manque pour donner de l'ampleur à l'étude de cette œuvre intégrale. Et être de ce fait-là très complet, et bien répondre aux problématiques du programme imitatif. Merci Laure. Alors, a-t-on d'autres questions? Donc, on a eu des questions sur l'approvisionnement, et Cécile Thérouanne vous a répondu sur nos problèmes d'approvisionnement en papier. Donc, je pense que vous pourrez lire, c'est très intéressant, l'article du Monde qui explique ces problèmes d'approvisionnement en papier que tous les éditeurs en France et dans le monde connaissent en ce moment, mais voilà, on y travaille ardemment. Voilà, alors attendez, dans les autres questions, est-ce que peut-être les participants à cette visioconférence, visiblement certains d'entre vous l'ont commandé, cet ouvrage, puisque vous l'attendez. Est-ce que tout le monde dans cette visioconférence a l'intention de travailler sur cet ouvrage, ou pas? Est-ce que ça vous a donné éventuellement envie de le faire? Je regarde les messages qui arrivent. Ah, est-ce que notre auteur Erwan souhaite évoquer un passage qui lui tient à cœur? Bonne question.
Moi, je réfléchis. Prenez le temps de réfléchir. Et puis, il y avait une autre question, du coup, que je vous dis pendant que vous réfléchissez. Est-ce possible d'entendre Monsieur Le Bihan sur son passage sur Moby Dick? C'était quoi? Oui. En lecture, vous voulez dire? Ou juste... non, parler de ce passage où vous évoquez Moby Dick, c'est ça? Cela dit, moi, je peux juste lire les quelques lignes que j'ai sous les yeux qui font notamment référence à ACAB. Ça permettra peut-être de répondre en partie à la question. Oui. Donc, page 27. Donc là, le personnage dit « En attendant le retour d'Eric avant de quitter les lieux, je m'attarde devant un cadre que je n'avais pas remarqué en entrant. En face d'une reproduction du Blue Moby Dick de Jackson Pollock, j'admire un photogramme où l'on voit un Gregory Peck barbu chevauchant en Amazone la baleine blanche. » Donc ça, c'est une référence au film. Le capitaine ACAB entortille l'animal à l'aide d'un cordage, cuisinier mégalo s'ingéniant à ficeler un gigantesque rôti. À cet instant, ACAB ignore que cette corde, bientôt coincée autour de son cou, l'entraînera vers les profondeurs. Je suis impressionné par la lueur de folie dans les yeux du vieux marin. Donc là, typiquement, le narrateur assiste à une scène qui est presque prémonitoire de ce qu'il attend, mais il est spectateur et il n'a pas du tout froid aux yeux. Il contemple ça avec une certaine froideur, comme il gardera malgré tout un certain sang-froid vis-à-vis de sa situation, non pas quand il joue, mais quand il contemple l'étendue du désastre. Parfait, merci beaucoup, Egline. Alors, oui, donc je vois dans le chat... Juste pour finir peut-être oui, sur, bien sûr. en fait, sur Melville, sur Moby Dick, en fait, c'est aussi la dimension qu'on évoquait tout à l'heure du transcendant, c'est-à-dire en tout cas de la perte du transcendant et de l'idée que voilà, c'est-à-dire cette baleine blanche, cette chose unique qui va rendre fou le capitaine ACAB au point qu'il abandonne tout le reste de son existence, qu'il abandonne tout son équipage, représente une descente aux enfers aussi, à l'image effectivement de ce que peut éprouver. Enfin, c'est encore une autre forme d'addiction, on va dire, une autre forme de folie, mais qui faisait, à mon sens, écho à celle d'un joueur qui voyait au loin quelque chose, qui voulait s'en approcher, sans vraiment savoir ce qu'il allait y chercher, en fait. Et moi, je trouve que cette image d'ACAB, et de sa baleine blanche, c'est un peu ça, voilà. Voilà, si je veux évoquer peut-être un passage effectivement qu'on a dit, si je réfléchis j'aime beaucoup une scène qui se passe dans un aéroport où en fait le héros va essayer d'emprunter de l'argent à son meilleur ami, et ce qui est encore à ce moment-là son meilleur ami, et la façon dont celui-ci va réfléchir à est-ce qu'il doit lui confier encore de l'argent, c'est-à-dire est-ce qu'il doit encore lui prêter de l'argent, en sachant qu'effectivement pertinemment qu'il va le jouer, qu'il va probablement le perdre, ou est-ce qu'il doit arrêter là, et donc je pense que ça c'est une question aussi probablement pour qui questionne l'amitié, c'est-à-dire qui questionne effectivement les rapports qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est en souffrance, qui est dans une addiction. Est-ce que quel comportement adopter face à ça? Et je pense que là personne n'a la réponse, et c'est en ça que la question m'intéressait. Merci beaucoup. Alors, pendant que nous discutions, certains participants ont répondu à cette autre question, à savoir est-ce que vous aviez commandé ce livre, est-ce que vous étiez en train de le lire avec vos élèves? Certains sont en train, certains attendent la commande, mais d'autres sont déjà en train de lire et de réfléchir autour de l'œuvre. Donc, est-ce que éventuellement, pour ces personnes-là, vous voudriez avec nous partager les réactions de vos élèves? Comment ça fonctionne en classe? Est-ce que vous les sentez pris par l'intrigue? Est-ce que vous arrivez à travailler est-ce que vous aimez ce travail autour de ce texte avec vos élèves? N'hésitez pas éventuellement à
à prendre la parole. Juste, je Oui, crois avoir vu Laure. quelque chose passer, comme j'ai dit que je le faisais qu'en janvier. J'ai quand même montré la première de couverture pour dire le livre qu'on allait, je leur ai présenté le programme, donc je leur ai annoncé quelle était l'œuvre choisie pour cette. Et je leur ai demandé de le commander. Et je trouve d'habitude, certaines classes, ils regardent vaguement la couverture, hein, ils y prêtent, je dirais même pas attention du tout. Et là, néanmoins, ils étaient attentifs parce que c'est une couverture à laquelle ils ne sont pas habitués, hein, ce noir, le titre, le joueur. Je leur ai quand même parlé du thème général. Et je ne sais pas encore si je les aurai tous au mois de janvier, hein, mais néanmoins, bon, on est déjà dans une séquence sur le jeu, donc ils sont habitués à travailler sur ce thème, mais je les ai sentis réceptifs. Alors peut-être que c'est mon enthousiasme qui me fausse un petit peu, mais par rapport à d'habitude, c'est des élèves que je suis depuis la seconde, je dirais qu'ils ont été quand même beaucoup plus réceptifs aux derniers, par rapport à mes derniers choix, on va dire plus classiques. Et pour moi, c'est un signe. Et bon, alors ils ne se sont pas arrêtés sur le mot requiem, hein, je pense que ça ne fait pas du tout partie de leur lexique, mais le joueur, cette couverture sombre avec cette petite balle, tout ça, ça leur parle. Il y a des choses, ça a forcément éveillé des choses en eux. Après, bon, au mois de janvier, il va falloir que je réactive tout ça, parce qu'entre-temps, ils auront évidemment oublié que je leur avais présenté en début d'année. Ils ne l'auront pas lu, les miens, hein. Je pense que je vais rentrer d'abord dans le parcours de lecture et les inviter progressivement à lire ce dont j'ai besoin pour compléter la séquence et faire des arrêts plus précis sur certains passages. Je ne pense pas avoir peut-être un ou deux sur une classe de 24, mais j'aurai donc 22 élèves qui vont m'amener le roman, mais qui ne l'auront pas ouvert. Ça, c'est certain. Donc, il va falloir que juste de stratégie pour les amener quand même à lire tout ce qu'ils doivent lire pour donner sens à l'intégralité de cette histoire. Alors, nous avons encore des questions. Attendez que je vais prendre. Alors, nous avons une question de Christelle. Pourquoi ce titre? Et une autre question sur le travail d'étude du roman prévu en janvier. Alors, bon, on va commencer par pourquoi ce titre, et puis je vous transmettrai peut-être la dernière, ce qui sera peut-être une des dernières questions, parce qu'on arrive aux 5 dernières minutes de la visioconférence, mais on va essayer de prendre toutes les questions qui restent. Si vous deviez nous parler de ce titre, oui. Oui, ce titre, c'était effectivement, c'est comme on l'a relevé tout à l'heure, c'était un clin d'œil à Hubert Selby Junior. Oui, voilà, puisque même si aucun de ces livres ne contient le mot Requiem, voilà, le Requiem for a Dream, qui était une adaptation d'Hubert Selby Junior, était, voilà, donc c'était un petit clin d'œil à Hubert Selby Junior que j'admire énormément. Voilà. Merci. Et la dernière question que je vois, en tout cas dans le chat, donc le travail d'étude du roman est prévu en janvier, les élèves vont partir en stage, c'est pourquoi ils le lisent maintenant. Certains élèves qui me disent détester lire ont beaucoup apprécié la lecture du Requiem pour un joueur qui correspond à leur quotidien. Donc vraiment, on voit que du coup, cette œuvre résonne quoi, pour les élèves. Donc c'est un choix avisé, Laure. En fin de compte, je pense que même s'ils ne comprennent pas tout, notamment les références littéraires ou musicales ou cinématographiques, ça ne les empêche pas de progresser dans l'intrigue. Et donc, ils ne vont pas avoir envie de stopper en disant je ne comprends plus rien. En plus, il n'y a pas énormément de personnages. Tout est centré quand même sur ce joueur. Alors on découvre un peu sa famille, ses amis, un peu ses parents, mais à la fin, quelques rencontres. Mais tout le récit, quand même, on est dans le personnage, on est dans le joueur. Donc, pour nos élèves, c'est quand même un peu plus facile que les romans où il y a une multitude de personnages principaux et secondaires. Je pense que c'est aussi un peu ce qui a guidé mon choix. Je savais que c'était aider mes élèves à rentrer dans cette lecture que de choisir un roman centré sur un personnage presque unique, central et dynamique. Enfin, à la fois, ils sont, mais il y a du dynamisme, il y a du rythme, et mes élèves ont besoin de ça aussi, d'être portés par quelque chose, et je pense qu'ils vont avoir aussi envie de savoir comment ça va se terminer. Oui. Alors peut-être du coup pour terminer, Laure, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous
comment vous avez exploité ces extraits dans notre manuel, c'est-à-dire quel type de questionnement vous avez pu poser, quels axes vous avez choisis. Donc les axes, les problématiques des séances, on les a vus, vous nous les avez expliqués tout à l'heure. Sur l'exploitation à proprement parler de l'extrait, comment est-ce que vous avez abordé ce travail que vous avez projeté avec vos élèves? Alors, je reprends le manuel. Je ne sais pas trop comment vous répondre là, parce que j'ai quand même souhaité rester proche des problématiques, on va dire, proposées par le programme imitatif. Donc à chaque fois, notamment mes questions pour débattre, par exemple, pourquoi éprouvons-nous le besoin de jouer? C'est quoi jouer? Pourquoi on Oui. joue, hein, petit comme grand? Donc je suis quand même restée, j'ai pas pris beaucoup de risques, je suis restée très proche du programme en fin de compte, hein. Je pense pas que je réponde tout à fait à votre question. Si, enfin, Si. c'est-à-dire, il y a effectivement le fait de bien répondre au programme, il y a certainement des questions, d'étude de la langue, mais est-ce que, vous avez essayé éventuellement de solliciter leurs ressentis? Est-ce qu'il y a des vous voyez, est-ce que vous avez essayé de les faire, Bah, à travers votre questionnement, disons que chez Hachette, généralement, on commence toujours par une question à réagir. Donc déjà là, on est dans leur ressenti. Et puis, on a quand même pour habitude de beaucoup partir du ressenti des élèves Oui. pour ensuite rentrer dans une lecture plus approfondie des textes. Et après, on les guide par un questionnement vers effectivement la réflexion qu'on aimerait qu'ils mènent. Oui, au début, je suis dans le ressenti. Après, j'essaie d'analyser des choses, de pointer des points très précis en lien avec notre programme. Oui, pour que ça réponde, aux objectifs de Voilà, après, il y préparation au a quand bac. même, il y a quand même aussi, voilà, j'allais dire, il y a quand même l'objectif de Bah oui. l'examen. Donc, quel type de question correspondra mieux à ce qui risque de tomber à l'épreuve ponctuelle du mois de juin? Tout ce qui est les écrits intermédiaires, argumentés, tout ça, c'est quand même en but d'alimenter leur future production argumentative en juin, quel que soit le sujet qui tombera. Alors, on sait que ça tombera autour du jeu, mais après, quelle sera l'orientation du corpus et la question qui sera posée, on ne sait pas. Donc, en fin de compte, c'est leur donner, pour le jour J, pouvoir avoir le maximum d'idées et surtout d'exemples, parce que c'est ce qui manque à nos élèves. Les idées, ils peuvent en avoir, mais accompagner un argument d'idées précises et d'exemples, ça, c'est plus compliqué, d'exemples surtout, c'est plus compliqué. Donc, c'est surtout, c'est quand même travailler en fonction d'une attente d'examen. C'est pour ça que je suis Merci. restée très classique dans mes choix aussi. Je n'ai pas pris beaucoup de risques en partant sur des passages où il y avait plus de travail à faire, plus de références culturelles à analyser. OK, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette visio, mais peut-être, un mot de la fin pour Laure et Erwan, si vous voulez, voilà, s'il y a une dernière chose que vous aviez envie de partager avec nous, et Glyne aussi, si tu veux prendre la parole surtout, n'hésite pas. En tout cas, voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, Erwan et Laure, de vous être prêtés à l'exercice. Oui, vas-y. Je vais juste terminer. Comme moi, je n'ai Allez-y, pas pardon. vu d'aspect moralisateur à ce roman, on l'a appelé l'art de perdre, justement, parce qu'il y a presque une satisfaction à perdre pour pouvoir rejouer. Et il y a tout un art. Enfin, lui, il se présente comme un artiste en quelque part, des jeux en ligne. Il est surpuissant par rapport à ça. Il se croit surpuissant. Et on a donc le titre, l'art de perdre, oui, il laisse suggérer beaucoup d'ouverture possible dans l'analyse de cette œuvre romanesque. Voilà. Je vais juste vous dire un petit mot d'au revoir, et puis simplement, voilà, le fait que si ça peut voilà, aider et amener quelques non-lecteurs à lire, eh ben, je suis ravi. Voilà. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Laure. Merci à vous tous pour votre participation. Un petit rappel, voilà, cette visioconférence sera disponible en replay, donc n'hésitez pas à la partager avec vos collègues qui n'auraient pas pu se connecter ce soir. Merci à vous tous pour vos remerciements dans le chat sur cette belle visioconférence qui était vraiment très, très intéressante et très riche. Donc voilà, nous sommes ravis d'avoir pu l'organiser.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, j'espère que vous prendrez plaisir à utiliser cette œuvre et notre séquence avec vos élèves. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter comment vous l'avez utilisé avec vos élèves, comment ils l'ont appréhendé, apprécié, questionné. C'est vraiment voilà, on est toujours très, très heureux d'avoir des retours de vos expérimentations en classe. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des questions à poser autour du manuel, n'hésitez pas à contacter vos délégués pédagogiques. Et puis, voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Hachette Technique. Bonne soirée. Merci. Au revoir.